Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier webinaire des universités de l'AIE pour l'Afrique. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et de pouvoir partager avec vous un rapport récent développé par l'Agence internationale de l'énergie. Alors peut-être pour remettre un petit peu dans le contexte, l'Agence internationale de l'énergie a donc un programme de renforcement des capacités en statistique et en modélisation avec 10 pays d'Afrique subsaharienne, ce qui se traduit par des formations techniques auxquelles par ailleurs nous invitons d'autres participants d'autres pays. Nous avons eu l'occasion de travailler particulièrement avec les équipes du Sénégal, du Bénin, et nous débutons également avec la RDC, et nous sommes ravis d'en faire profiter d'autres agents de pays de la région. En plus de ces formations techniques sur vraiment les techniques de statistique et de modélisation, nous vous proposons une fois par mois un webinaire à caractère davantage informatif dans lequel nous présentons les conclusions d'un rapport, nous invitons des experts qui partagent également leur expertise et leur perspective. Et donc aujourd'hui, c'est le premier de cette série, et nous avons choisi de vous présenter le rapport phare de l'AIE, qui donc en anglais s'appelle le World Energy Outlook, qui est la publication voilà, que certains qualifient un petit peu de bible du secteur de l'énergie, puisqu'elle donne vraiment les différentes perspectives d'évolution des secteurs énergétiques, avec un travail de modélisation extrêmement détaillé, couvrant toutes les énergies et couvrant toutes les régions du monde. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est de vous montrer quelques conclusions et quelques analyses issues de ce rapport, qui par ailleurs fait plus de 600 pages, donc il est évidemment très, très détaillé. Et je vais également vous montrer, mettre l'accent sur les implications pour le continent africain. Alors, chaque année, l'Agence internationale de l'énergie publie un World Energy Outlook. Habituellement, nous sommes sur un exercice de modélisation de long terme avec des projections à horizon 20 ans ou 30 ans. Cette année 2020 est extraordinaire à de nombreux niveaux, et pour nous également, nous avons dû revoir un petit peu notre manière de travailler et revoir la, la façon dont nous avons réalisé ce rapport. Et surtout, nous avons souhaité répondre à deux questions clés. La première, c'est comment la pandémie et ses suites redessinent le secteur énergétique dans toutes les régions du monde. Et la deuxième, c'est on s'est demandé si les disruptions qui sont introduites par cette pandémie, est-ce qu'elles facilitent ou est-ce qu'elles limitent et contraignent les perspectives de transition énergétique propre. Et et donc, pour essayer de répondre à ces questions, on a pris un horizon de temps qui est plus court que d'habitude. On a regardé un horizon 10 ans, donc d'ici à 2030, avec deux incertitudes clés qui sont la durée de la pandémie et la réponse des politiques. Donc, par rapport à tout ce que je vous ai dit en termes d'incertitudes et de paramètres, on a évidemment développé une approche avec différents scénarios. Et jamais ce type d'approche n'a été aussi crucial, puisque les incertitudes sont très importantes, et donc il n'y a pas un futur qui est prédéterminé. Il y a différentes directions vers lesquelles on peut aller en fonction de nombreux paramètres. Et donc, dans cette édition du World Energy Outlook, on a essayé de dessiner ces différentes directions, ainsi qu'un chemin avec un scénario où, sur les questions climatiques, on propose d'arriver à des émissions de CO2 de net zéro en 2050. Alors, quand on réalise nos exercices de modélisation, il y a beaucoup de paramètres que l'on regarde, beaucoup de facteurs, la population, les prix, les investissements, sur tout l'échantillon du secteur énergétique. Mais les deux paramètres les plus importants sont la croissance de l'énergie, la croissance de l'économie, pardon, et les politiques énergétiques. L'an dernier, dans l'édition 2019 du WIO, on tablait sur une croissance du PIB de 3,6% par an en moyenne d'ici à 2030. Et en ce qui concerne les politiques, dans notre scénario des politiques annoncées, en fait, donc c'est un scénario où on tient compte des intentions politiques qui ont été annoncées et des cibles des gouvernements, dans la mesure où elles sont soutenues par des mesures détaillées et par
par la possibilité qu'elle soit réellement implémentée. Donc ça, c'est notre scénario politique annoncé. Et donc, dans ce scénario, l'an dernier, ce qu'on voyait, c'était une croissance de la demande en énergie d'à peu près 1% par an. Alors, un an après cet exercice, la situation a évidemment beaucoup évolué. Les politiques énergétiques dans différentes régions du monde ont changé entre-temps, mais surtout, l'impact principal, c'est que le point de départ a évolué. Avec la pandémie de Covid-19, la demande énergétique a fortement chuté, on va y revenir, et donc les perspectives pour à la fois l'économie et la demande énergétique sont également revues. Et donc, dans notre nouveau scénario des politiques annoncées, on prend l'hypothèse que la pandémie va être progressivement maîtrisée et mise sous contrôle au cours de l'année 2021. Et donc, cela permet une reprise globale de l'activité économique. Cependant, il y a évidemment une baisse par rapport aux trajectoires qui avaient été établies avant la crise. Et donc, dans ce scénario, le PIB mondial est 7% inférieur en 2030 que sur les trajectoires qui avaient été réalisées l'an dernier. Et évidemment, et vous le voyez sur le graphe de droite avec la courbe bleue, la demande en énergie est également plus faible que ce qu'on pensait l'an dernier. Mais alors, on peut se poser la question, que se passe-t-il si jamais nos hypothèses dans ce scénario des politiques annoncées sont trop optimistes? Si jamais la pandémie reste plus longtemps, si la pandémie a des conséquences qui sont plus profondes et plus durables sur les vies sociales et économiques, quels seraient les impacts? Donc c'est pour ça qu'on a développé un autre scénario qu'on appelle le scénario de reprise retardée, ou DRS en anglais, dans lequel on envisage une croissance économique plus faible, puisque retardée, et donc évidemment, on prend plus de temps à retrouver aussi les niveaux de demande énergétique 2 ans de plus par rapport au premier scénario qui a été présenté. Donc concrètement, quand est-ce qu'on reviendra au niveau de 2019 dans ces scénarios? Dans le scénario des politiques annoncées, on réatteindra un niveau de demande énergétique similaire à celui de 2019 en 2023. Et dans le scénario de la reprise retardée, ce sera 2 ans plus tard, en 2025. Et dans ce scénario, cela signifie que sur la décennie à venir, on va avoir la plus lente croissance de la demande énergétique depuis les années 1930. Donc c'est dire le séisme sur le monde énergétique que la crise du Covid représente aujourd'hui en 2020 et va continuer à créer sur la prochaine décennie. Donc là, c'est une première image qu'on regarde ensemble avec une notion agrégée qui est la demande énergétique globale. Mais il y a beaucoup de choses qui sont derrière cette ligne, puisqu'il y a des variations très fortes entre les différentes technologies et entre les différentes énergies qui font nos systèmes énergétiques. Donc, je vous propose de détailler un petit peu énergie par énergie. Alors, quand on regarde comment la demande en énergie a évolué en 2020 par rapport à 2019, on voit que de manière globale, on a eu une baisse de 5% de la demande énergétique dans le monde. Et ça, c'est le plus gros choc qu'on ait connu sur les 70 dernières années. Mais donc, toutes les technologies et toutes les énergies ne sont pas impactées de la même manière. Le charbon et le pétrole sont le plus impactés. Les renouvelables, et tout particulièrement dans le secteur de l'électricité, ont été beaucoup moins affectés. Et cela signifie que les émissions de CO2, elles, ont chuté plus vite que n'a chuté la demande en énergie. On a eu une baisse de 7% des émissions de CO2 en 2020 par rapport à 2019. Et quand on regarde les perspectives après 2020 et sur les 10 prochaines années, selon notre premier scénario STEPS, donc un scénario selon lequel la pandémie est maîtrisée dans le cours de l'année 2021, on voit que le pétrole retrouve ses niveaux d'avant la crise en quelques années, mais il n'y a pas du tout un tel rebond pour le charbon. Le charbon, aujourd'hui, est vraiment sous la pression de politique de sortie du charbon. Le charbon est également sous la pression de prix du gaz naturel qui sont extrêmement bas
et évidemment la montée très impressionnante des renouvelables. Donc la pandémie a vraiment compliqué les perspectives pour le charbon dans de nombreux pays. Une croissance importante est attendue sur les prochaines 10 années pour le gaz naturel, puisque aujourd'hui les marchés sont extrêmement bien approvisionnés. Il faut garder en tête que l'an dernier, en 2019, on a eu une année record en termes d'approbation de nouveaux projets GNL. Donc, cela permet un approvisionnement et une offre qui est bien suffisante pour les marchés. Les prix du gaz naturel sont attractifs pour les consommateurs. Et donc, il y a des perspectives très dynamiques de développement du gaz naturel, notamment en Asie. On pense à l'Inde, à la Chine, en Asie du Sud-Est, des pays qui cherchent à augmenter l'activité industrielle et à améliorer la qualité de l'air, notamment en mettant davantage l'accent sur l'électricité produite à partir de gaz plutôt qu'à partir de charbon. Mais évidemment, les grands gagnants de ces perspectives sont les renouvelables. Et donc, c'est sur la partie droite de la diapositive où vous voyez cette très forte augmentation de la demande énergétique pour les renouvelables d'ici à 2030. Les renouvelables vont permettre de répondre à la moitié de la croissance de la demande énergétique sur les 10 prochaines années. Et ça s'explique par une combinaison de facteurs, des coûts technologiques qui diminuent, un support politique et des conditions de financement qui sont favorables. Donc ça, c'était selon notre scénario des politiques annoncées. Mais que se passe-t-il si nous sommes dans le scénario d'une reprise retardée avec la pandémie qui laisserait des cicatrices plus profondes et plus durables sur nos économies et sur nos systèmes énergétiques? Eh bien, on voit que, en ce qui concerne les renouvelables, certains investissements sont retardés du fait des incertitudes économiques. Donc, on a une hausse de la demande en électricité qui sera un peu plus faible. Cependant, les renouvelables restent extrêmement résilients, même dans notre scénario de la reprise retardée. Et les plus forts impacts sont ailleurs. Vous pouvez le voir au niveau du pétrole, la croissance anticipée du pétrole est presque annulée dans ce scénario, et le charbon et le gaz naturel sont beaucoup plus affectés du fait des perspectives économiques qui sont plus moroses, tout simplement. Et on a également vu que durant les périodes de confinement, quand la demande en électricité diminue, c'est surtout la demande issue de génération par le charbon qui est le plus exposée, alors que les renouvelables dans le secteur de l'électricité sont amenés à jouer un rôle plus important dans ces cas de baisse de la demande. Donc, quand on regarde ces scénarios, on voit que d'un point de vue notamment des émissions de CO2, les perspectives semblent plutôt bonnes, puisque le charbon, dont on sait que c'est l'énergie la plus carbonée et dont il faut réduire la part si l'on veut respecter des engagements climatiques, eh bien, le charbon diminue le plus, les renouvelables sont très résilients et se développent extrêmement vite. On peut avoir l'impression que cette reprise retardée n'est pas une si mauvaise nouvelle et que le secteur énergétique pourrait s'emporter d'autant mieux. Alors, ce n'est vraiment pas la situation, puisque au-delà du secteur énergétique, on le sait bien, si on a une reprise économique qui est retardée, les perspectives dans beaucoup de pays, notamment en Afrique et dans d'autres pays en développement, seront extrêmement complexes. Et d'autre part, la réduction des émissions de CO2, si elle est réelle, elle n'arrive pas pour les bonnes raisons, et on pourra y revenir. On a une diminution des émissions, mais on n'est pas en train de s'attaquer vraiment au fond du problème. Alors, je vous propose qu'on s'arrête un petit peu plus sur le secteur de l'électricité, en regardant un petit peu les tendances région par région. Et avant cela, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé cette année 2020, donc année extraordinaire, on voit qu'au début de la pandémie et des premiers confinements, la demande en électricité a diminué, notamment puisque le secteur des services et le secteur de l'industrie ont été fermés. Donc, cela a induit une baisse de la demande en électricité. Mais finalement, avec le recul et sur le temps, on voit que la demande en électricité a été assez résiliente à cette année 2019,
puisqu'elle a diminué uniquement de 2%, alors que la demande globale en énergie, elle, a diminué de 5%. Vous pouvez le voir ici. Certaines économies ont été, certaines régions ont même vu une hausse de la demande en énergie. C'est le cas en Chine, puisque on était retourné rapidement sur des niveaux d'avant la crise dès la moitié de l'année en Chine. En revanche, dans d'autres régions, les États-Unis ou l'Union européenne, là, on a eu une baisse de la demande en 2020 par rapport à 2019. Et alors, si on regarde plus loin vers l'avenir, comment les choses vont évoluer? Dans tous nos scénarios, on voit que la demande en électricité augmente et augmente très fortement. Aujourd'hui, la demande en électricité, enfin, l'électricité représente 20% de la demande en énergie finale. D'ici 2040, elle arrivera à 24% dans notre scénario des politiques annoncées, et même à 30% dans un autre scénario qui est le scénario de développement durable, qui permet d'atteindre différents objectifs de développement durable et de climat. Et si on regarde un petit peu région par région, on voit que la Chine mène vraiment cette croissance de la demande en énergie, puisque d'ici à 2040, la demande en électricité va doubler en Chine. Donc c'est comme si on ajoutait 2 fois la demande en électricité de l'Union européenne aujourd'hui. L'Inde est la région qui voit la croissance la plus rapide, puisque la demande en électricité croît de 5% chaque année. Et donc, avant la fin des années 2040, l'Inde passe devant l'Union européenne et devient le troisième système électrique du monde. Et c'est également le cas en Afrique où on voit un doublement de la demande en électricité d'ici 2040. Et globalement, d'ici 2040, la demande en électricité est 50% supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, si on n'avait pas des améliorations en termes d'efficacité énergétique, on aurait une demande qui serait encore plus importante. Donc là, ça veut dire qu'on permet aussi de faire plus de services énergétiques, puisque l'efficacité nous permet de consommer moins d'électricité pour plus de services. Alors, quelles sont les sources de cette demande en électricité? Pourquoi consomme-t-on davantage d'électricité à l'avenir? Il y a évidemment les postes traditionnels. Dans le secteur de l'industrie, on peut penser aux moteurs électriques. On a également évidemment tous les appareils électroménagers pour les ménages. Donc ça continue à être des piliers pour la croissance de l'électricité, en particulier dans les pays en développement et dans les marchés émergents où le niveau de vie augmente, donc les foyers s'équipent davantage en équipement, et où l'industrialisation se traduit aussi par des plus forts besoins en électricité. Mais en plus de ces sources traditionnelles, on voit également de nouveaux postes qui vont vraiment tirer la demande en électricité, notamment les besoins en refroidissement, et c'est un sujet qui est très crucial en Afrique, avec de même l'émergence de populations qui vont davantage avoir recours à des systèmes de refroidissement, des climatiseurs. Donc ça, c'est un premier axe qui est relativement nouveau à l'échelle mondiale. Un second, c'est la digitalisation de nos économies qui fait qu'on a besoin de plus en plus d'électricité. Et là, ce qu'on est en train de faire en ce moment, on est une preuve directe. Et enfin, l'électrification des transports, notamment dans les pays développés, donc qui sont qui est également un autre driver important pour la future demande en électricité. Donc ça, c'est un petit peu les perspectives côté demande, mais comment sera produite cette électricité et par quelle source? Alors, ce qu'on observe, c'est qu'il va y avoir de profondes transformations dans la génération électrique sur les 2 prochaines décennies. Si on regarde un petit peu en arrière dans le rétroviseur, au cours des 20 dernières années, c'est vraiment le charbon qui a été charbon roi, comme on disait beaucoup, qui est l'énergie qui a cru plus que n'importe quelle autre source. Et c'était la technologie qui a été le plus souvent construite 12 des 20 dernières années. Chaque année, c'était le charbon, la technologie, là, on ajoutait le maximum, le plus de capacité. Pardon.
Donc le charbon a vraiment eu son règne sur les 2 dernières décennies, mais nous sommes en train vraiment d'entrer dans une nouvelle ère et le solaire photovoltaïque va devenir le nouveau roi de l'électricité. C'est une tendance qui est déjà en cours, puisque sur ces 3 dernières années, c'est du solaire photovoltaïque, c'est la technologie qui a été le plus ajoutée en termes de nouvelles capacités sur les 3 dernières années. Donc la tendance est en cours, mais elle est vraiment amenée à s'accélérer avec, avec une génération électrique de plus de 4000 TWh sur les 2 prochaines décennies par du solaire photovoltaïque. Et donc, c'est plus que ce qui a été ajouté en termes de production d'électricité sur les 2 dernières décennies par du charbon. Donc, on est vraiment sur un point de bascule. Et ça veut également dire que le solaire devient la première source pour répondre à la croissance de notre demande en électricité, puisqu'il répond à un tiers du total d'ici 2030, alors que le charbon décline globalement. En 2020, on a déjà observé cette tendance, puisqu'il y a 100 gigawatts de capacité solaire qui ont été ajoutés dans le monde. Et alors, qu'est-ce qui pousse cette croissance très forte du solaire? Alors tout d'abord, il y a un soutien politique qui est très répandu dans de nombreux pays. On a dénombré 130 pays qui ont vraiment des politiques de soutien très significatives pour l'énergie solaire photovoltaïque. Par ailleurs, les coûts du solaire continuent à diminuer et maintenant, dans la plupart des pays du monde, le solaire photovoltaïque est la source d'électricité la moins chère. Par ailleurs, on a des coûts de financement pour le solaire qui sont également en baisse et cela reflète le fait que les investisseurs voient de moins en moins de risques sur cette technologie et sur ces développements et le fait que les cadres réglementaires politiques sont parvenus à attirer davantage d'investissements. Donc on a un coût de projet solaire qui est assez limité. D'après nos analyses, le coût de financement en moyenne en Union européenne était de 3%, 4% en Chine, 5% en Inde. Donc on est sur des niveaux de financement qui sont assez réduits. Donc il n'y a pas que le solaire, il y a aussi d'autres technologies bas carbone qui sont amenées à se développer très fortement, notamment l'éolien sur Terre, mais aussi l'éolien en mer, avec également des réductions des coûts très importants qui sont amenés à s'accélérer et qui vont favoriser le développement. Mais on voit également que le potentiel de développement de ces technologies bas carbone est encore plus fort dans notre scénario développement durable, où dans ce cas, on voit que le solaire photovoltaïque décolle vraiment avec plus de 8000 TWh de génération électrique. Pour vous donner un ordre de comparaison, c'est 12 fois plus que ce qui a été fait en 2019, ou dit autrement, 8000 TWh de solaire photovoltaïque, c'est 3 fois toute l'énergie électrique qui a été générée par le solaire jusqu'à présent dans l'histoire. Donc on est vraiment sur un changement d'échelle dans les prochaines années qui est considérable. Donc un avenir plus électrique, avec une demande qui croît, avec un changement important dans les énergies qui génèrent cette électricité. Et donc, entre la demande et la production, vous savez bien, il y a aussi un élément crucial qui est la distribution et qui sont les réseaux électriques. Et d'après nos analyses, on voit que les réseaux sont vraiment la pierre angulaire d'un monde qui est de plus en plus électrique si l'on veut que cette source d'énergie soit propre et soit sûre. Alors, il y a notamment un enjeu d'étendre davantage nos réseaux. On voit qu'en termes de lignes électriques, que ce soit haute, moyenne ou basse tension, sur les dernières 10 années, il y a un peu plus de 8 millions de kilomètres de lignes qui ont été déployés. Dans les 10 prochaines années, il faudrait doubler ce niveau et installer plus de 16 millions de lignes électriques. 16 millions de kilomètres de lignes, c'est 40 fois la distance entre la Terre et la Lune. Et en plus d'augmenter la quantité de ces réseaux et de ces lignes électriques, il faut également que ces réseaux soient plus intelligents, davantage digitalisés, puisque notre demande en électricité est de plus en plus complexe. On veut favoriser la production directement
au domicile, avec des particuliers qui pourraient avoir des panneaux solaires directement sur le toit, des systèmes de stockage ou des véhicules électriques qui sont rechargés sur place. On a des maisons et des appareils connectés de plus en plus intelligents. Donc, ce besoin que les réseaux soient plus intelligents et plus digitaux, d'une part. Et par ailleurs, on a aussi besoin que ces réseaux répondent à l'augmentation de la part des renouvelables dans les systèmes électriques. Pour faire très simple, avec un système avec davantage d'énergie renouvelable et dans nos scénarios, on passerait de 8% à 20% en 2030, la part des renouvelables dans le système électrique. Ça veut dire des sources électriques qui sont davantage dispatchées sur les territoires, qui nécessitent davantage de transmission et de distribution. Et alors, par ailleurs, ces réseaux devront de plus en plus être capables de faire face à des menaces. On peut penser évidemment aux menaces météorologiques et climatiques, mais aussi aux menaces de cyberattaques. Donc, il y a un besoin d'investir aussi dans des réseaux plus intelligents. Et le paradoxe que l'on observe, c'est que à l'heure où il faudrait augmenter significativement les investissements dans les réseaux, on voit que les opérateurs des réseaux ont vu leurs revenus diminuer de manière importante sur l'année 2020, notamment du fait de la baisse de la demande, et que quelles que soient les régions que l'on ait regardées, là vous avez l'exemple des États-Unis, de la Chine ou de l'Allemagne, les opérateurs de réseau ont eu une baisse de leur trésorerie, de leur cash flow. Et donc, si cette situation persiste, on va avoir besoin que les régulateurs mettent en place peut-être des réformes pour s'assurer que, malgré ces baisses de revenus commerciaux, si je puis dire, les opérateurs et les gestionnaires de réseau aient les ressources disponibles pour faire les investissements qui sont nécessaires dans les 10 prochaines années. Alors, je vous propose de parler un petit peu des émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'énergie et des procédés industriels, puisque c'est évidemment un sujet crucial dans le cadre de nos objectifs pour le climat, et c'est un domaine que l'AIE analyse très en profondeur, notamment dans cette édition du WIO. Alors, quand on regardait comment évoluent les émissions de CO2 sur les dernières années, on a eu une hausse. Et d'après notre rapport de l'an dernier, on prévoyait que cette trajectoire allait continuer à augmenter. Évidemment, la photo, si je puis dire, a évolué avec la crise du Covid. Et donc, dans notre nouveau scénario, on a une baisse des émissions en 2020. Donc, les émissions en 2020 sont 7% inférieures à celles de 2019, mais on anticipe une reprise avec, on va dire, une courbe qui ne dépasse pas les niveaux de 2019, même dans les deux prochaines décennies. Dans le scénario de la reprise retardée, les émissions sont à un niveau bien inférieur et donc on a définitivement atteint un pic en 2019 que l'on ne redépasse pas. Mais si vous regardez cette image en pensant que voilà, c'est une bonne conséquence et que ce scénario de la reprise retardée est vraiment une bonne nouvelle pour nos objectifs de climat, il faut garder en tête que ces réductions d'émissions, on va dire, ont lieu peut-être pour les mauvaises raisons. Puisque si on regarde dans le détail et si on analyse comment on compare les émissions dans le scénario d'IRS, donc d'une reprise économique retardée, par rapport au scénario STEPS, on voit que le principal facteur, c'est une baisse de l'activité, donc c'est une baisse de l'économie, de la création de richesses et de l'activité économique en général, ainsi qu'une baisse des investissements dans, dans les renouvelables, alors que par ailleurs, on voit que dans ce scénario où voilà, les perspectives économiques sont plus sombres, il y a moins d'investissements possibles dans les renouvelables, dans l'efficacité énergétique, avec par exemple des ménages qui vont repousser leur décision de changer un vieux véhicule qui est très consommateur pour un véhicule plus moderne qui sera plus efficace. Donc, on voit que la baisse nette
des émissions est principalement due à des facteurs qui ne permettent pas, de manière durable et structurelle, de s'attaquer aux problèmes que nous avons pour les émissions et pour le climat en général. Une autre trajectoire est possible, et c'est celle qu'on développe dans notre scénario de développement durable et qui est alignée avec l'accord de Paris de la COP 21 de maintenir les températures à la fin du siècle en dessous de degrés avec tous les efforts possibles pour le maintenir à 1,5. Et donc, dans ce scénario, on voit que la trajectoire que prend les émissions chute beaucoup plus rapidement. Et pour cela, il y a des politiques très ambitieuses à mettre en place que l'on détaille dans le rapport, mais que je ne présente pas plus longuement ici. Alors voilà pour les tendances vraiment à l'échelle du monde, de l'ensemble des régions, sur ce qui s'est passé en 2020 et sur les perspectives pour nos systèmes énergétiques globaux. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de discuter un petit peu plus des implications pour l'Afrique. Et alors, on peut commencer avec une analyse. Pardon, excusez-moi. Avant d'y aller, j'ai oublié de vous préciser. N'hésitez pas à poser vos questions en cours de route. Je vous propose de garder un moment à la fin pour y répondre. Donc, continuez à utiliser la fonctionnalité Q&A pour poser vos questions et on les traitera à la fin. Alors, les perspectives énergétiques pour le continent africain. L'AIE a réalisé un travail très approfondi l'an dernier, donc dans le cadre de l'édition 2019 du WIO, avec une étude du continent africain afin de comprendre l'état des lieux, les tendances récentes, mais aussi de définir plusieurs scénarios et d'essayer de voir dans quelle direction les systèmes énergétiques en Afrique sont amenés à aller. Et comme toujours, quand on fait ces exercices de modélisation, on part de facteurs qui ne sont pas directement intrinsèques au secteur de l'énergie, mais plutôt de déterminants socio-économiques ou macroéconomiques. Et en ce qui concerne l'Afrique, on a souhaité commencer notre analyse en regardant l'évolution de la population. Vous le savez bien, l'Afrique est le continent avec la population la plus jeune et la population qui croît le plus vite. Et si on regarde ce graphique, on voit que en 2023, l'Afrique devient la première région du monde en termes de population, et qu'en 2040, on parle d'un continent avec plus de 2 milliards d'habitants. Donc ça veut dire qu'entre aujourd'hui et 2040, un humain sur deux un humain sur deux qui sera ajouté, on va dire, à la population mondiale, sera africain. Ça, c'est un premier élément très, très déterminant. Un second, c'est que la population africaine va être de plus en plus urbaine et que d'ici 2040, on anticipe qu'on aura 600 millions de personnes qui vont naître dans des villes ou qui vont s'installer dans des villes. Et donc ça, ce sera le plus grand phénomène d'urbanisation jamais connu dans l'histoire. Pour vous donner une comparaison, en Chine, entre les années 1990 et la fin des années 2000, donc les 2 décennies du boom économique chinois, on a eu 300 millions de personnes qui sont passées des campagnes aux villes. Là, on parle de 600 millions, donc c'est 2 fois plus important en termes d'urbanisation. Et ça veut dire des populations qui vont avoir des besoins d'emploi dans ces villes. Ça veut dire des villes à étendre, à construire, des matériaux, de l'activité économique à développer. Et en termes de pays, en 2040, on aura le Nigeria, l'Éthiopie et la RDC qui feront partie des 10 pays les plus peuplés du monde, le Nigeria étant le 4e. Et on a également d'autres pays qui auront des populations de plus de 100 millions, notamment l'Égypte, la Tanzanie, sur le continent. Et donc, cette population plus nombreuse, plus jeune que le reste de la moyenne mondiale, hein, l'âge médian en Afrique est 10 années plus jeune que dans le reste du monde, qui est une population de plus en plus urbaine, elle va avoir des besoins en énergie très importants. Et ce qu'on a analysé, c'est que les énergies qui vont permettre de répondre à cette demande dans le futur ne seront pas les mêmes à l'avenir qu'elles ont été dans le passé.
puisque le continent est amené à de plus en plus s'écarter de l'utilisation traditionnelle de la biomasse pour passer à des sources d'énergie plus modernes et plus efficaces, notamment davantage d'électricité et davantage de gaz naturel. Et étant donné l'appétit qu'auront donc les économies africaines pour ces énergies, l'électricité, le gaz, mais également le pétrole, le poids de l'Afrique dans les dynamiques mondiales de l'énergie va vraiment être amené à s'alourdir. Et donc l'Afrique va être de plus en plus influente sur les dynamiques énergétiques mondiales. Si on regarde le pétrole, donc d'après nos estimations, qui datent de l'an dernier et donc sont un petit peu ajustés par rapport à ce qu'on a dit en première partie, la demande en pétrole au niveau du continent africain va augmenter de plus de 3 millions de barils par jour entre aujourd'hui et 2040. Donc c'est une hausse qui est plus importante que la hausse que l'on verrait en Chine. Et c'est juste deuxième après la hausse de l'Inde. D'où vient cette hausse de la demande en pétrole? Alors, des besoins en transport. Aujourd'hui, il y a un taux d'équipement en véhicule qui est très faible en Afrique. On a 15 voitures pour 1000 personnes en Afrique subsaharienne. Donc, c'est 10% de la moyenne, c'est 10 fois plus bas que la moyenne mondiale. Et donc, le taux de possession de véhicules sera amené à augmenter dans les prochaines années et la population elle-même va augmenter. Donc on aura un stock de voitures plus important sur les routes de voitures, de camions, de bus. Et donc ça va se traduire par une demande en produits pétroliers plus importante. Et par ailleurs, on anticipe aussi une demande en GPL pour les besoins de cuisson plus importante dans les prochaines décennies. Donc ça, c'est le pétrole. Si on regarde le cas du gaz naturel, on voit également que l'Afrique, dans les 2 prochaines décennies, serait la 3e région du monde en termes de croissance de la demande en gaz naturel. Et il faut dire qu'aujourd'hui, le gaz naturel a surtout été une énergie de niche en Afrique subsaharienne. Dans le Maghreb et en Afrique du Nord, c'est une énergie qui est beaucoup utilisée, notamment du fait des ressources locales et des infrastructures. Mais en Afrique subsaharienne, on utilise relativement peu de gaz naturel, sauf que dans les dernières années, il y a eu des changements très importants, notamment sur la production et sur la découverte de ressources. Entre 2011 et 2018, 40% des découvertes de gaz dans le monde ont eu lieu en Afrique. On pense évidemment en Afrique de l'Est aux gisements importants de Mozambique et de Tanzanie, mais aussi aux gisements au large du Sénégal et de la Mauritanie, et plus récemment, ceux découverts en Afrique du Sud. Donc l'Afrique peut vraiment être amenée à devenir un très grand producteur de gaz naturel pour l'exportation. Et il y a une demande en gaz naturel qui est très importante et en forte hausse, notamment en Asie. Mais le gaz naturel peut aussi être une énergie pour un marché domestique africain, que ce soit pour la génération d'électricité, mais aussi pour l'industrie ou en tant qu'intrant dans différentes activités industrielles comme les fertiliseurs, pour ne prendre que cet exemple. Donc l'Afrique va peser davantage sur le marché du gaz et également sur celui de l'électricité renouvelable, où dans notre scénario du cas africain, on voit que l'Afrique sera la 3e région en termes d'augmentation de la production d'énergie renouvelable. Alors cette image que vous avez là, c'était les projections qu'on a réalisées dans le rapport de l'an dernier. Et bien que l'année 2020 a également frappé l'Afrique, les tendances globales restent vraies. Je voudrais juste préciser un petit peu les impacts qu'a eu l'année 2020 sur le continent africain, d'après nos analyses. En 2020, la demande en énergie en Afrique a chuté de 3%. C'est moins que la moyenne mondiale, puisqu'on est à 5% sur la moyenne mondiale, mais ça reste une baisse de la demande en énergie qui est conséquente, avec certaines énergies très fortement affectées, le charbon, le pétrole, moins 5%, et avec d'autres sources d'énergie, notamment les renouvelables, qui ont été très résilients. Donc c'est un petit peu la même situation que ce que je vous décrivais globalement, et on a ces tendances globales sont vérifiées pour l'Afrique, mais il y a 2 conséquences majeures qu'a la pandémie pour le continent africain, qui sont assez spécifiques au continent et que je souhaiterais vous détailler dans les prochaines diapositives. C'est premièrement l'accès à l'énergie et deuxièmement les investissements.
Alors, l'accès à l'énergie, l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, suit année après année auprès de chaque pays l'évolution du nombre de personnes qui ont accès à l'électricité, puisque c'est un des objectifs, c'est un des indicateurs de l'objectif de développement durable numéro 7. Et donc, cet objectif d'accès universel d'ici 2030, c'est une problématique qui est de plus en plus africaine, puisque l'Inde a atteint l'accès universel en 2019. Donc maintenant, l'Afrique subsaharienne concentre les 3/4 de la population mondiale sans accès à l'électricité. Ce qu'on a observé, c'est que depuis 2013, il y avait des progrès conséquents et donc ce nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité diminuait significativement avec des politiques très ambitieuses et des efforts dans un grand nombre de pays de la région. On peut penser en Afrique de l'Est, au Kenya, qui a eu des politiques de développement du réseau, mais aussi de soutien à l'industrie hors réseau et des solar home systems très dynamiques. Mais il y a également le Sénégal, le Rwanda, le Ghana et bien d'autres. Donc depuis 2013, on était sur une tendance d'amélioration très rapide avec des progrès qui allaient plus vite que la démographie. Donc une diminution en valeur absolue du nombre de personnes sans électricité. En 2020, on voit que ces progrès sont inversés puisque la population sans accès à l'électricité est amenée à augmenter de 13 millions, donc c'est une augmentation de 2% en Afrique et de 15 millions dans le monde entier. Et ça, c'est dû à plusieurs raisons. Évidemment, la pandémie a poussé les gouvernements à réorienter leurs priorités immédiates sur des mesures d'urgence, notamment sur la santé. Et donc, ça induit une baisse des financements disponibles pour étendre les réseaux électriques, améliorer les infrastructures. En Ouganda, par exemple, il y avait des subventions publiques pour des programmes d'accès à l'électricité qui ont été mises en pause. Ou en Afrique du Sud, les autorités ont concentré les budgets sur la santé aux dépens des projets d'électrification rurale. Et par ailleurs, quand on regarde le secteur privé, on voit aussi que les compagnies qui installent des mini-réseaux ont été limitées dans leurs activités, de même que les compagnies qui distribuent des solutions décentralisées comme des kits solaires, où on a eu un certain nombre de difficultés opérationnelles et financières. Il y a eu des confinements importants, comme en Éthiopie, où donc les chaînes logistiques dans le pays ont été stoppées. On a des pays enclavés qui ont eu un accès aux importations, notamment des produits qui viennent de Chine, plus compliqué. Et donc, au total, bien que certains pays aient maintenu des marchés très dynamiques avec des compagnies privées qui ont continué à développer leur vente de kits solaires domestiques, à l'échelle du continent, le nombre de produits solaires vendus en Afrique a diminué de 10% en 2020 par rapport à la même période en 2019. Et alors, par ailleurs, la pandémie, en plus de ralentir les progrès pour donner accès à des nouvelles accès à l'électricité à des populations, elle affecte aussi des populations qui étaient déjà connectées à une source d'électricité de par ses conséquences économiques. Et donc, on estime que 30 millions de personnes en Afrique qui avaient déjà accès à l'électricité risquent de ne plus avoir les moyens de pouvoir financer les services électriques. On observe une tendance similaire dans l'accès à la cuisson propre, avec des populations qui risquent de réutiliser des sources traditionnelles, du bois, du charbon de bois, au lieu d'utiliser des sources modernes comme le GPL par exemple. Et si on regarde les perspectives à l'avenir, on voit que d'ici 2030, on aurait 630 millions de personnes en Afrique subsaharienne sans accès à l'électricité. Donc, cette région concentrerait 85% de la population totale sans accès à l'électricité. Et on a une tendance similaire sur l'accès à la cuisson propre, où il y aurait 1,1 milliard de personnes en 2030 qui continueraient à avoir des moyens traditionnels. Donc, on est très loin des objectifs de développement durable, d'accès universel, que ce soit sur l'électricité ou sur la cuisson propre. Sur la droite de la diapositive, vous voyez la répartition en 2020 de la population sans accès, donc avec 5 pays qui concentrent la moitié des personnes sans accès à l'électricité.
Donc face à cette situation et euh, aux perspectives peu encourageantes, nous, l'AIE, on développe un message très fort, notamment vis-à-vis des communautés financières, des institutions internationales, mais aussi des gouvernements, pour s'assurer que la priorité est encore donnée à l'accès à l'énergie, puisque il est possible d'atteindre l'accès universel. Il y a différentes technologies qui le permettent. Et donc, il s'agit de faire en sorte que ce sujet reste une priorité et soit tout en haut de l'agenda, notamment dans les plans de relance des gouvernements. Donc, cette année 2020, pour l'Afrique, avait une première conséquence très spécifique sur l'accès. Elle en a une seconde sur le secteur des investissements. Alors, si on regarde la situation globale en 2020, les investissements dans le secteur de l'énergie ont diminué beaucoup. Ils ont chuté de 18% pour à peu près toutes les sources d'énergie, euh, sauf les énergies renouvelables, qui, elles, ont cru. Et donc, cette tendance, elle est exacerbée en Afrique, puisqu'on a une baisse totale des investissements dans le secteur de l'énergie de 30%. 30% en Afrique contre 18% dans le monde. C'est vraiment la région la plus affectée par la chute des investissements. 30%, ça veut dire 30 milliards de dollars d'investissement en moins en 2020, avec l'amont, avec le secteur pétrolier et gazier amont, qui représente les trois quarts de cette chute, mais aussi une baisse des investissements dans les réseaux électriques de 2 milliards. Et à l'inverse, ce qu'on voit, c'est une augmentation très importante des investissements dans les énergies renouvelables. Donc, c'est une augmentation de près de 50%, ce qui fait que le poids de l'Afrique dans les investissements en énergie renouvelable augmente, bien qu'il reste assez faible. L'Afrique n'attire que 4% des investissements dans le monde pour les énergies renouvelables. Et donc, une des raisons qui explique ces baisses d'investissement, c'est le coût du capital, le coût du financement. On sait que le financement est déjà très, très cher en Afrique, c'était le cas en 2019, mais d'après nos estimations, en 2020, il a beaucoup augmenté. Alors, derrière le coût du capital, il y a plusieurs notions. Là, ce qu'on regarde, c'est uniquement le niveau de risque de souveraineté. Donc, c'est la prime de risque que les investisseurs attribuent à chaque pays. Et donc, on voit que ce niveau élevé a augmenté avec une moyenne africaine à plus de 7%. Donc, c'est une augmentation d'un tiers en 2020 par rapport à 2019. Et on observe que dans d'autres régions du monde, le coût du capital diminue. C'est le cas aux États-Unis avec des bons du Trésor qui sont passés de 2% à 0,7. C'est le cas en Europe où les taux sont à moins de 0,5%. Donc là, on a vraiment une tendance qui est en Afrique, qui est à l'augmentation du coût du capital, vraiment à rebours de ce qu'on a dans d'autres régions. Et c'est vrai en particulier dans des pays où les besoins d'investissement, notamment pour l'accès à l'énergie, sont très importants, la RDC, le Nigeria, l'Éthiopie, par exemple. Pour prendre une illustration concrète, si on regarde juste la technologie solaire photovoltaïque et le LCOE, donc le prix nivelé de l'électricité, cette augmentation du coût du capital des 6 derniers mois, elle compense un an de baisse des coûts technologiques pour le solaire photovoltaïque. C'est-à-dire que tous les progrès qui ont été faits pour baisser le coût de la technologie solaire sont complètement annulés par le fait que le coût du capital en Afrique a augmenté sur ces 6 derniers mois. Et par ailleurs, ça a aussi une conséquence sur la capacité à développer des nouveaux projets et à donc étendre l'accès à l'énergie. On estime que en 2021, il y a 2 millions de personnes qui auraient pu gagner accès à l'électricité, qui ne vont pas l'avoir du fait de ces problèmes de capital. Alors, je vous montre rapidement quelques dernières diapositives qui sont une déclinaison africaine des premières diapositives que je vous ai montrées sur les tendances globales. En Afrique, comme dans le reste du monde, le solaire va être amené à être le nouveau roi avec une augmentation sur les 20 prochaines années qui sera conséquente, une croissance de 20% par an d'ici à 2020. Aujourd'hui, on a uniquement 6 gigawatts de solaire photovoltaïque installés en Afrique. C'est à peu près la même chose que ce qu'on a aux Pays-Bas, alors que évidemment les Pays-Bas sont beaucoup plus petits et beaucoup moins ensoleillés que l'Afrique.
puisque l'Afrique concentre 40% de la ressource solaire. Donc, dans nos scénarios, on voit que le solaire photovoltaïque va vraiment grimper en flèche, 20% par an. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, on dispose des technologies suffisantes pour fournir un accès universel aux populations d'ici 2030. Donc là, vous voyez des analyses géospatiales que nous avons réalisées à l'échelle du continent et pays par pays. Donc là, on a l'exemple de la Côte d'Ivoire, où on voit, selon où se trouvent les foyers de population, où sont les infrastructures existantes, où sont les ressources solaires, hydro, éoliennes et d'autres éléments, quelle est la technologie la moins coûteuse et la plus optimale pour apporter l'accès universel. Et donc on voit que pour un petit peu moins de la moitié des situations, il s'agirait d'étendre et de densifier les réseaux. Et pour le reste, il s'agirait de s'appuyer sur les mini-réseaux et sur les systèmes autonomes, notamment les kits solaires domestiques, pour, pour favoriser l'accès universel. Et enfin, tout cela est possible, et notamment, ça peut se traduire dans les plans de relance et dans les plans de financement qui font suite à la crise du Covid. L'AIE a fait une analyse avec des plans qui permettent à la fois de développer l'économie, de créer des emplois et d'améliorer la résilience des systèmes électriques. Donc pour l'Afrique, on parle de plans de relance qui se chiffrent à 60 milliards par an. Donc, ça représente 0,84% du PIB de l'Afrique de 2019. Donc, c'est un effort significatif, mais qui est atteignable et qui permettrait de créer à minima, enfin près de 1,5 million d'emplois sur les 3 ans, notamment dans le secteur électrique, mais aussi pour la cuisson propre et dans l'efficacité énergétique. Donc ça, ce sont des métiers pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Ce sont des métiers d'extension des réseaux, de création de nouvelles centrales, et aussi des métiers dans l'accès et dans le décentralisé. Et donc, cela requiert un investissement massif sur les 3 prochaines années, mais avec des retombées qui seront sur la prochaine décennie. Pour conclure très rapidement sur ces perspectives énergétiques africaines et mondiales, cette pandémie de Covid-19, elle va évidemment laisser des cicatrices très durables, mais on ne sait pas encore si ça va accélérer l'évolution de nos systèmes énergétiques vers des systèmes plus sûrs, plus durables. C'est une incertitude à surveiller. Les énergies renouvelables ont pris leur envol avec le solaire clairement en tête, mais il y a des sous-investissements qu'il faut surveiller et auxquels il faut s'attaquer. La crise a en effet limité les revenus et limité les investissements dans le secteur du pétrole et du gaz particulièrement. Donc les acteurs, les producteurs, que ce soit les États qui sont dotés en ressources en hydrocarbures ou les compagnies, sont amenés à réévaluer leur stratégie. Et en ce qui concerne nos objectifs climatiques, si on veut atteindre le net zéro d'ici 2050 pour être vraiment aligné avec l'accord de Paris, il faut accélérer significativement les énergies propres tout en continuant à investir pour réduire les coûts. Il y a des nouvelles technologies qui sont amenées à jouer un rôle important, notamment l'hydrogène et le stockage. Et le dernier mot en conclusion, c'est qu'il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de solution de facilité. Seuls des changements profonds vont nous permettre d'aller dans la bonne direction des transitions énergétiques. Et il s'agit d'un choix porté par les citoyens, par les investisseurs, par les entreprises, mais surtout, il s'agit de directions données par les gouvernements à travers leur politique. Voilà. Je m'arrête là et je regarde tout de suite les questions qui ont été posées. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On va faire 5-10 minutes de questions-réponses. Alors, je vais prendre les questions dans l'ordre où elles ont été posées. Une question de Fabrice Louzindé de RDC. Est-ce que le déploiement des réseaux décentralisés vont nécessairement nécessiter
des augmentations substantielles des réseaux de transport. Alors, il faut voir de quelles énergies décentralisées on parle. Si on parle des systèmes autonomes comme les kits solaires domestiques, ça non, a priori, ça n'a pas d'impact sur l'infrastructure de réseau et sur les lignes des réseaux nationaux. En revanche, pour ce qui est des mini-réseaux, se pose toujours la question du raccordement in fine du mini-réseau à un réseau national. Euh, et par ailleurs, amener une augmentation des réseaux de transport, le doublement des lignes dont on parlait, les 16 millions de kilomètres, donc 40 fois la distance entre la Terre et la Lune, c'est plutôt des centrales, par exemple des champs éoliens ou des centrales solaires, qui pourront être dispatchées à différents endroits du territoire selon les ressources et qui sont des dispositifs de capture d'énergie peut-être moins concentrés qu'une centrale thermique, donc qui seront plus nombreux sur le territoire et qui vont nécessiter donc d'augmenter significativement les moyens de transmission et de distribution. Alors, on a une question sur l'intermittence du solaire et sur le coût. Nos chiffres sont évidemment alors, bien vérifiés. Voilà, vous mettez en avant la différence entre puissance et entre génération en valeur absolue. Évidemment, le soleil ne brille pas la nuit. Euh, Intégrer davantage de renouvelables et notamment de solaire dans les systèmes électriques ne signifie pas qu'on n'a que ça, puisqu'il faut évidemment pouvoir faire face à la demande en électricité à tout moment, notamment au pic qui se produit généralement à la tombée du jour, donc là où on ne génère plus d'énergie, d'électricité par le solaire. Mais oui, nos analyses sont bien fiables à ce propos. La technologie solaire est la moins chère d'un point de vue du LCOI. Donc, quand on regarde l'ensemble l'ensemble des coûts, mais ça ne veut pas dire qu'on peut reposer à 100% sur du solaire. Il faut des besoins en flexibilité avec d'autres capacités euh, qui sont euh, qui sont dispatchables, qu'on peut activer plus rapidement, avec une dépendance davantage au réseau qui peut aussi avoir un rôle sur la flexibilité. Mais c'est tout à fait, nos projections sont tout à fait réalistes par rapport au développement du solaire et sur le fait que c'est l'énergie la moins chère dans la majorité des géographies maintenant. Alors, il y a des questions et des commentaires sur la production d'hydrogène à partir d'énergies renouvelables. Effectivement, aujourd'hui, l'hydrogène dans le monde est plutôt fabriqué à partir d'hydrocarbures. L'objectif et les développements consistent à en produire davantage à partir notamment d'électrolyseurs qui seraient adossés à des capacités renouvelables, notamment éoliens ou notamment solaires. Et donc, Monsieur Fabrice Louzinde nous partage il y a des projets en RDC sur le fait de générer de l'hydrogène à partir d'hydro, surtout quand on connaît le potentiel hydro du bassin du Congo et de la RDC, ça semble effectivement très prometteur. Et dans nos perspectives sur l'hydrogène, on est effectivement sur de la production d'hydrogène adossée à des énergies renouvelables. J'essaie de survoler vos questions. Alors, plusieurs personnes me demandent si la présentation pourra être envoyée. Oui, je vous la diffuserai par email juste à l'issue de cette session. Alors, je vois des questions dans le chat également. Merci d'utiliser plutôt la fonctionnalité questions-réponses plutôt que le chat pour voir les questions.
Alors, j'ai des questions assez précises et techniques sur les coûts de stockage pour 1 mégawattheure pendant 16 heures. Je n'aurai pas la réponse tout de suite. Mais en tout cas, n'hésitez pas à préciser peut-être un petit peu davantage cette question et me l'envoyer par écrit. Je pourrais regarder avec mes collègues les éléments vers lesquels on peut vous diriger pour vous répondre. Peut-être une dernière question sur la demande de pétrole. La demande en pétrole de l'Afrique peut-elle être substituée par l'hydrogène et l'introduction de véhicules électriques à pile combustible? Alors, c'est effectivement un sujet qu'on regarde, hein, le potentiel basculement de la mobilité et du transport vers de l'électrique et donc pour réduire une dépendance aux produits pétroliers. Euh, D'après nos analyses aujourd'hui, des politiques existantes, des technologies, aussi des coûts, on ne voit pas encore dans les prochaines années se dessiner une filière du transport électrique ou hydrogène importante en Afrique. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer. Il s'agit d'avoir les bonnes politiques et les bonnes incitations pour accélérer cela. À l'échelle globale, c'est évident que les transports sont de plus en plus électriques et peut-être pour l'illustrer, ça a un impact sur la demande en pétrole, évidemment. Au cours des 10 dernières années, 60% du pétrole que l'on consommait, c'était pour la mobilité et le transport routier. Sur les 10 prochaines années, ce ne sera plus le cas et le principal poste de demande en pétrole donc, ne sera plus le transport routier, mais sera la pétrochimie et la fabrication de plastique. Donc, ça veut dire que la part de pétrole pour le transport routier va diminuer à échelle globale. Dans le cas de l'Afrique, ce qu'on anticipe dans nos analyses, c'est plutôt une augmentation significative des produits pétroliers pour le transport. On voyait 3,1 millions de barils jour d'ici à 2040 pour le GPL pour la cuisson, mais aussi beaucoup pour le transport, qu'il s'agisse des véhicules particuliers, des camions ou des bus. Alors peut-être une dernière question pour finir sur une question qui nous vient du Bénin, je crois, de Clément Bill Akwedenoudjé, qui demande comment peut-on expliquer la baisse des populations sans accès à l'électricité en 2013. Alors c'est vrai que depuis le début du siècle, on voyait chaque année le nombre de personnes sans accès à l'électricité augmenter. Ça ne veut pas dire que les gouvernements ou les pays ne faisaient rien pour déployer l'accès. Ça voulait dire que les efforts mis en œuvre, donc les nouvelles connexions, les nouvelles capacités de génération électrique, les nouvelles lignes, les nouvelles connexions individuelles, n'étaient pas étaient moins nombreuses que l'augmentation de la population elle-même, notamment de la population dans des zones qui n'étaient pas connectées. Donc il y a vraiment un enjeu d'aller plus vite que la démographie. Et à partir de 2013, c'est ce qu'on a observé, donc avec des progrès plus rapides. Euh, alors, on a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer et certains pays qui ont vraiment été très dynamiques sur ces progrès. On a des pays qui sont parvenus à développer très rapidement des capacités de génération électrique. Pour prendre l'exemple du Kenya, le Kenya a un bouquet de sources électriques qui est très diversifié avec de l'éolien, du solaire, de la géothermie. Il y avait historiquement du thermique. Et donc, le développement de cette capacité de génération concomitamment à plus de lignes et plus de connexions ont permis de faire des progrès. Il y a eu par ailleurs, au Kenya toujours, un rôle très important du secteur privé, notamment pour les kits solaires domestiques, avec un cadre très favorable qui repose sur la banque en ligne, le mobile banking, la banque par téléphonie, qui permet d'échelonner des paiements, qui permet le suivi des clients à distance, avec une augmentation aussi du pouvoir d'achat des populations et en termes de mesures concrètes et d'incitation, avec une exemption de la TVA, une exemption des taxes d'importation sur les produits solaires qui ont vraiment agi comme un signal fort pour le secteur privé. Donc voilà, certaines causes pour en prendre,
n'en citer que quelques-unes, qui expliquent pourquoi, entre 2013 et 2019, on a vu des progrès très rapides sur l'accès à l'électricité. Et pour faire un parallèle sur une autre région, sur cette même période, en Inde, on a eu des centaines de millions de personnes qui ont été connectées à l'électricité, là, par une politique très volontariste du gouvernement de développement des capacités électriques et de connexion. Peut-être un dernier mot, et je m'arrête là-dessus. Quand on dit que 600 millions de personnes sans accès à l'électricité en Afrique, ça paraît beaucoup par rapport à l'objectif d'accès universel d'ici à 2030. En fait, si on regarde un petit peu dans l'histoire, la Chine est parvenue à électrifier 600 millions de personnes sur 35 ans. C'était sur la fin du dernier siècle. L'Inde y est parvenue sur un peu plus de 15 ans, entre les années 2000 et là, les années 2018-2019. Donc, il est possible que l'Afrique parvienne à électrifier 600 millions de personnes dans les 9-10 prochaines années, puisque les technologies sont moins chères, davantage disponibles. Donc, ce n'est pas un problème de technologie. Il s'agit de mettre en œuvre, de trouver les cadres réglementaires qui le permettent. Et ça nécessite des investissements, mais qui, eux aussi, sont à portée de main quand on arrive à mobiliser les financements, notamment internationaux et locaux, pour vraiment soutenir les politiques d'accès. Voilà. Merci beaucoup pour vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les envoyer par email. Je vais regarder si on a certaines auxquelles je n'ai pas répondu et je vous ferai une réponse personnalisée. Merci pour votre participation et votre attention. Donc, on aura à peu près une fois par mois ce type de webinaire pour présenter un rapport, discuter de conclusions. Donc, je vous recontacterai très prochainement pour le prochain, mais de mémoire, on sera également sur le premier jeudi du mois, donc en février, pour une discussion également sur des analyses de l'AIE. Merci de votre attention et à très bientôt et bonne journée à tous.